Bonjour Philippe Laurent. Bonjour. On sort d'une période qui a été marquée notamment par une évolution profonde du statut des secrétaires de mairie, qui sont devenus maintenant des secrétaires généraux de mairie. Est-ce qu'il est temps déjà d'en dresser un bilan? Est-ce qu'on peut faire ce bilan rapidement? Oui, d'ailleurs, un premier bilan a été dressé devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale il y a quelques jours. Donc c'est un bilan qui est positif, naturellement, mais qui montre encore un certain nombre de sujets de difficultés. Et je pense notamment à des situations qui existent dans encore plusieurs milliers de communes, à savoir que les secrétaires de mairie qui ont été nommés sont des secrétaires de mairie en catégorie, ce qu'on appelle C1, c'est-à-dire le premier niveau de la catégorie C. Or là, ces nominations sont de fait illégales. Alors elles n'ont pas été repérées ou en tout cas poursuivies par les préfets, ce qui est assez dommage parce que ces personnels, en réalité, auront beaucoup de mal à accéder à la catégorie C2 et donc à la catégorie B. Donc il y a un sujet de difficulté que nous avions déjà soulevé au moment du vote de la loi, mais à partir du moment où la loi n'est pas revenue sur cette question particulière des secrétaires de mairie en catégorie C1, c'était pas, voilà, on est devant une forme d'impasse. Donc là, c'est une difficulté supplémentaire. La seule solution, c'est d'abord qu'on arrête de nommer des secrétaires de mairie en catégorie C1. Ça, c'est la responsabilité des maires. Et donc l'AMF l'explique, fait des campagnes d'explication, mais ça ne suffit malheureusement pas. Et l'autre solution, c'est de procéder à un passage en catégorie C2 et donc finalement en catégorie B, donc de manière automatique à partir du moment où il y a une certaine ancienneté dans la fonction. Autre sujet, la protection sociale complémentaire. Il y a juillet 2023, un accord qui est signé entre les organisations syndicales et les employeurs, un accord qui était qualifié d'historique à l'époque, mais qui n'est toujours pas transcrit dans la loi. Tout récemment, le CSFPT a voté un vœu pour demander que cette transcription se fasse. Qu'est-ce qui bloque d'abord? Et ensuite, le fait que cet accord ne soit pas transcrit dans la loi, qu'est-ce que ça change? En quoi ça pose problème? Alors, en effet, cet accord a été signé par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des employeurs territoriaux, enfin des associations représentant les employeurs territoriaux et l'ensemble des organisations syndicales de la fonction publique territoriale. Donc c'était vraiment un événement. C'est la première fois que ça se faisait sans intervention de l'administration d'État. C'était vraiment les deux parties dans un dialogue social profond et très, très loyal. Donc cet accord a été signé. Rien n'empêche les employeurs territoriaux de l'appliquer. Ils peuvent l'appliquer, d'ores et déjà. Mais la transposition par la loi est nécessaire pour rendre cette application obligatoire pour chacune des collectivités locales. Pourquoi la loi? Eh bien, c'est l'application de la libre administration, de l'article 112 de la Constitution, tout simplement. Alors, ça a été très très long, très difficile, parce qu'il y avait un certain nombre d'acteurs du secteur qui n'étaient pas d'accord avec l'application de cet accord, avec l'application de ces dispositions, qui, je vous le rappelle, consiste à rendre obligatoire l'adhésion à un système de prévoyance. Ça ne concerne que la prévoyance, pas la mutuelle santé, que la prévoyance, qui n'était pas d'accord avec ça. Bon, donc nous avons quand même réussi à faire en sorte qu'une proposition de loi soit déposée au Sénat. Cette proposition de loi a été votée à l'unanimité en juillet dernier, donc 2 ans après la signature de l'accord au Sénat. Elle a été transmise à l'Assemblée nationale. Et là, hier, c'est donc tout récent, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale a décidé de l'inscrire à l'ordre du jour et si tout se passe bien, la première lecture devra avoir lieu à l'Assemblée nationale au mois de décembre. Donc on espère que ce texte va donc pouvoir être adopté et que cette affaire donc permettra véritablement à l'ensemble des agents territoriaux, des agents publics territoriaux, donc d'avoir accès à ce système de prévoyance qui est vraiment indispensable, et notamment pour les catégories C, puisque il y a une garantie de maintien de salaire en cas de longue maladie, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Nous sommes très en retard sur le secteur privé en la matière. Dernière question, sur la discussion budgétaire, il y a un certain nombre de parlementaires qui tentent de réintroduire des mesures telles que les 3 jours de carence dans la fonction publique ou le non-remplacement d'un départ en retraite sur 2. On est à l'heure où la fonction publique territoriale a du mal à recruter, il y a un vrai problème d'attractivité. Est-ce que ces mesures-là ne sont pas contre-productives par rapport à l'attractivité de la fonction publique? Écoutez, naturellement, je m'étonne toujours que des responsables politiques, qui parfois sont même d'ailleurs eux-mêmes patrons d'exécutifs territoriaux, soient dans une démarche
donc accusatoire vis-à-vis des agents publics en disant il y en a trop, etc. Certainement, ici ou là, il y en a peut-être trop, mais en tout cas, c'est pas à eux de le dire. C'est pas définir une règle générale de ce type, c'est vraiment accusatoire et c'est contre-productif pour l'ensemble de la fonction publique. Et donc nous sommes évidemment opposés à ce type de déclarations qui nuisent à l'attractivité. Alors il y a un taux d'absentéisme qui est supérieur dans la fonction publique territoriale, légèrement supérieur, mais ça s'explique aussi par l'âge. Et par l'âge moyen des agents publics territoriaux qui est relativement élevé, qui est plus élevé que dans le privé et même que dans l'État et l'hospitalière. Et puis ça s'explique aussi par le fait que le calcul de l'absentéisme aussi parfois implique ou inclut par exemple des congés maternité. Alors c'est absurde, d'autant plus que dans la fonction publique territoriale, comme vous le savez, elle est beaucoup plus féminisée que les autres fonctions publiques. Donc voilà, lancer comme ça des anathèmes, je trouve que ça n'est pas positif. Mais non, rien n'empêche une réflexion, en effet, sur les causes de l'absentéisme, sur voir comment on peut y remédier. C'est d'ailleurs ce que nous avons lancé avec, vous savez, ce rapport sur le maintien dans l'emploi, avec ce fonds de prévention, un rapport qui a été élaboré notamment par Michel Iriart, qui est le président de la Fédération des centres de gestion, et dont nous attendons qu'il soit pris en compte par le gouvernement. Il y a des choses à faire, il y a des progrès à réaliser, mais c'est toujours regrettable de jeter l'anathème comme ça sur un ensemble de salariés qui représentent quand même 2 millions d'agents. Merci beaucoup Philippe Laurent.